Voilà. Bah, merci à tous, hein, merci à tous d'être venus et d'avoir patienté le temps correct tous les petits problèmes techniques. Donc, comment va se passer ce webinaire? Donc, tout d'abord, je vais juste vous l'introduire de manière très rapide. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, si vous avez un lien à garder, c'est ce lien-là. C'est le lien sur une page web que j'ai créée sur le site dédié au blé à l'URGI, où j'ai mis la liste de toutes les données du projet Bridwit avec les liens pour accéder à ces données. Donc, sachant que pour accéder à ces données, vous devez avoir vos identifiants URGI, donc normalement, ils ont été créés pour tout le monde. Si vous avez des problèmes d'identifiant, vous pouvez m'envoyer un mail, bien sûr, sachant qu'il y a certains types de données où il faut que vous ayez aussi signé le petit agreement avec Emmanuel pour avoir accès aux données. Donc retenez bien ce lien-là, ça vous permettra après de pouvoir trouver toutes les données qu'on va vous présenter cet après-midi. Donc le webinaire va durer 1 heure et demie maximum, je pense, pour pouvoir vous libérer à temps, comme prévu. Donc ça, c'est pour la fin. Du coup, je vais maintenant laisser la parole à Mathilde qui va vous présenter tout ce qui est autour du germplasme. Donc, je lui redonne la parole. Ok, tout le monde m'entend? Ok, bonjour à tous. Du coup, comme Michael vous l'a dit, je vais présenter d'abord les ressources génétiques. Je partage mon écran. C'est bon? Alors, les ressources génétiques Bridwit disponibles dans GNPS. Pour l'instant, on a 5536 accessions dans la collection Bridwit. Pour toutes ces accessions, on a un certain nombre de métadonnées disponibles. Je vais vous montrer comment accéder à ces métadonnées grâce à l'exemple de l'accession Claire. Donc pour y aller, vous allez soit dans le lien que je vous ai affiché, ou alors depuis le home de GNPIS, je vais vous faire la démonstration. Donc là, on est dans le home de GNPIS. On a toutes les thématiques disponibles dans le menu de droite ou dans le menu de gauche. Donc nous, on va aller chercher dans taxon et le formulaire sur les accessions. Donc, je vous invite à vous loguer en haut à gauche. Si vous avez des problèmes pour vous loguer, n'hésitez pas à nous le signaler. Et donc, comme j'ai mis sur mon petit exemple, on va chercher toutes les métadonnées correspondant à l'accession qui se nomme Claire, qui est une accession Bridwit. Donc là, on a deux inputs. Le premier qui nous demande le nom de l'accession ou le number. Ici, on va rentrer Claire. Et la variété, c'est donc du Triticum. Je regarde les résultats. Ça liste tous les résultats disponibles. Ici, nous en avons un seul. Donc, je vais l'afficher. Et voilà, on a donc la liste de toutes les données qui correspondent à cette accession. Je vais vous les expliquer de haut en bas. On a d'abord une map style Google Maps qui nous donne accès aux origines sites, collecting sites et évaluation de sites. Ici, on n'a que des sites d'évaluation, on peut se déplacer dans la map, zoomer, dézoomer. Et quand on clique sur une des pop-up, on a accès à des détails sur le site. Et on a aussi un lien vers la thématique du phénotypage. Donc, voilà, ça c'est les détails du site. On a la latitude, la longitude, l'élévation en fonction des données enregistrées. Donc ça c'est pour la map. Ensuite, quand on descend, on a un certain nombre d'informations qui correspondent à l'identification de l'accession, son number, son name, son PUID, qui est un lien unique pour l'identifier. On a des synonymes. La recherche d'une accession peut se faire via ces synonymes. Donc son espèce, pédigré, le statut. On a également une photo disponible avec les métadonnées correspondant à cette photo. Ensuite, si on descend, on a les informations concernant la holding institution.
les informations concernant l'origine de cette accession. On sait ici qu'on a que Claire est un blé divers. Ensuite, on a des informations sur le distributeur. On peut également faire une commande de graines de cette accession en cliquant sur le petit panier ici. On va ajouter à mes commandes. Faire une commande de graines, ça revient à envoyer un mail au distributeur qui lui gère ensuite la commande en fonction de. Ensuite, on a la liste des collections qui contiennent cette accession. Donc ici, l'accession Claire est dans la collection Breed Wheat, Wheat in Ra et la collection Will Be également. Tout est cliquable. On peut aller voir les informations qu'on a sur la collection Breed Wheat. Ici, on a bien les 5536 accessions de tout à l'heure. Si on clique là, on a accès à la liste de toutes les accessions avec leur number, leur name, un certain nombre d'informations. Évidemment, on peut cliquer ici pour avoir de plus amples informations. Pour finir, on a également des liens vers tous les essais qui utilisent cette accession. Quand on clique sur un de ces liens, on accède à la trial card qu'on vous décrira après dans la thématique du phénotypage. Voilà. Donc, on va passer aux questions. Voilà, donc pour la partie accession, c'est assez court, hein, ça sera bien sûr beaucoup plus long pour la partie phénotypage, entre autres. Du coup, est-ce que sur la partie des accessions, des données passeport, ce genre de choses, commande d'accession, collection, est-ce qu'il y a déjà des questions? Je vais réactiver le micro. Je vais le faire à la main. Donc, je réactive le micro si vous avez des questions. En jeu, j'enlève le micro. Il y a un bruit de fond. Donc, en jeu, si tu veux poser une question, préviens-moi dans le chat, s'il te plaît. Donc, est-ce qu'il y a des questions vis-à-vis de cette première... Oui, juste une petite question. Vous m'entendez? Oui. Oui, Véronique Rivière de Syngenta. Juste une petite question. Est-ce qu'il est possible d'exporter l'information qu'on vient de visualiser? Non, on n'a pas prévu ça. Parce que qu'est-ce qui vous intéresserait dedans, du coup? Non, c'est une question générale. Après, c'est valable aussi pour les autres données phéno. C'est juste pour savoir, là, Ouais. les données sont bien présentées. Je me demandais si c'était possible de récupérer tout ou partie de l'information. Très bonne question. En fait, pour les données de phéno, ce sera possible de récupérer tout. Ça, Thomas va le montrer tout à l'heure. Également pareil pour les données génotypage, mais pas pour les cartes accession. Par contre, dans les données de phéno, tu trouveras bien l'accession number, l'accession name et toutes les choses qui permettent d'identifier l'accession. D'accord, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe directement au phéno, qui je pense que ça va être la partie qui va soulever le plus de questions. Ok, bah, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la partie phénotypage et je vais laisser la parole à Thomas. D'accord. Allô? On m'entend? Ok. Bon, désolé pour le petit contretemps, j'ai eu un souci de micro. Hop, je vais vous partager mon écran. Alors. Voilà. Donc là, normalement, vous voyez ma présentation. C'est bon? Ok, donc moi, aujourd'hui, je vais vous présenter les données de phénotypage du projet Breadwheat, ainsi que l'ontologie WIPO, donc qui est l'ontologie blé que nous avons développée dans le cadre de ce projet. Donc tout d'abord, un petit aperçu des données. Jusqu'ici, nous avons intégré 27 essais de phénotypage entre les années 2011 et 2014.
toutes ces données sont liées à l'ontologie WIPO, donc comme je l'ai dit précédemment, je vais vous la montrer. Vous pouvez requêter ces données à travers 3 onglets différents que je vais vous montrer. Vous pouvez également télécharger les données dans différents formats, principalement des formats CSV et des formats tabulés. Et enfin, pour chaque essai, nous disposons de données supplémentaires, donc des données ITK, des données météo et les données du sol. Donc vous avez ici en bas l'URL pour accéder à Ephesis, qui est le module de phénotypage de GenPIS. Donc c'est l'URL privé, donc il faudra vous identifier pour y accéder et donc accéder aux données du projet Bredwit. Donc je vais commencer par vous présenter la WIPO rapidement. Donc la WIPO, qu'est-ce que c'est? C'est la WIT INRA Phenotype Ontology. C'est l'ontologie que nous avons créée avec les variables du projet Bredwit. Donc comment est-ce que ça fonctionne? En fait, cette ontologie est stockée dans un fichier Excel qui va contenir un certain nombre de métadonnées. Et ces métadonnées permettent de décrire plusieurs choses. On a tout d'abord le trait, par exemple la date de floraison. On a aussi la méthode de mesure qui a été réalisée. On a l'unité, par exemple ici on a une date en jour, mois, année. Et enfin, on a la variable. La variable, qu'est-ce que c'est? Ça va être la concaténation, l'ensemble en fait, du trait, de la méthode et de l'unité. Ce sont en fait ces 3 critères qui vont constituer l'unicité de la variable. Donc je vais vous montrer un exemple un petit peu plus concret. Thomas, une minute. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des problèmes pour voir le partage d'écran? Parce que j'ai des messages de Frédéric. Ça peut être sur ça. Est-ce que si vous avez un problème pour voir le partage d'écran, vous pouvez me mettre rapidement sur le chat. Fred, est-ce que tu veux que je te donne le micro si tu veux nous expliquer ton problème? Sinon, ce qu'on peut faire, c'est arrêter le partage et le redémarrer peut-être pour voir si ça réenclenche. Voilà, donc Thomas. Je sais pas, ça avait très bien marché pour Mathilde, ça marchait bien. La présentation de Mathilde, et là, ça s'est lancé. Et là, ça s'est lancé. J'ai eu un message de se connecter au serveur de partage. Je viens de réessayer. Donc là, il a relancé le partage. Est-ce que tu revois? Là, c'est une slide sur la WIPO. Non, je suis toujours en mode démarrage du partage d'écran. Et a priori, on ne peut pas le relancer nous-mêmes. Donc, ouais, c'est bizarre parce que là, Thomas vient d'arrêter le partage et le relancer. Donc, non, ça marche aussi à la rigueur. Et je retombe sur le lien. Donc, ta diapo de présentation. Sinon, je vais refaire, c'est peut-être que faut que tu te déconnectes et tu te reconnectes, Fred. Ouais, je vais tester ça. Je vais continuer sans nous. On connaît assez bien le système jusqu'à présent. Au pire, surtout, peut-être que si tu as l'email, tu peux forwarder la présentation après Frédéric. Ok. Bon, bah, désolé. Bon, en tout cas, pour les autres, il n'y a pas l'air d'avoir ce problème. Oui, on vous enverra. Vous voulez qu'on vous l'envoie avant, parce qu'on vous enverra tous les supports ainsi après, avec la vidéo. Mais Delphine, voilà. Donc si vous n'avez pas de problème pour voir, on vous enverra tout, après ce sera plus simple. Donc apparemment, il n'y a que Frédéric qui a un problème sur ça. Donc on va reprendre. Je redonne la parole à Thomas. Ok, donc où est-ce que j'en étais? Voilà, donc j'allais vous montrer un exemple en fait plus concret de comment fonctionne l'ontologie. Oui? Tu le vois pas? Ok, excusez-moi. Et là, ça marche? D'accord. Ok, donc je reprends. Donc je vais vous montrer en fait comment fonctionne l'ontologie, sur quel principe elle repose. Donc là, comme je disais, on a pris un exemple avec la date de floraison, donc qui est le trait. Nous avons ensuite la méthode ici, l'unité qui est une date en jour, mois, année, et enfin la variable qui est l'ensemble de du trait, de la méthode et de l'unité. Ce sont ces 3 éléments en fait qui vont faire l'unicité de la variable. Donc on va prendre un exemple. On part d'un trait qui est la date de floraison.
Ce trait peut être mesuré en jours, ce qui nous donnera une première variable. On peut aussi le mesurer en degrés jours, ce qui nous donnera une deuxième variable, étant donné que le triplet d'unicité va changer. Enfin, on peut mesurer la date de floraison en utilisant une date, donc comme mentionné un peu plus haut, en jour, mois, année, et ce qui entraînera la création d'une troisième variable. Donc là, vous avez un exemple simple, on peut imaginer plein de combinaisons où la méthode change, l'unité n'est pas la même, etc. Donc pour résumer un petit peu cette ontologie blé, pour le moment, nous disposons de plus de 200 variables. Nous avons récemment ajouté des variables issues d'autres projets, comme le projet européen Willby. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette ontologie est en perpétuelle évolution. J'échange beaucoup avec Jacques Le Gouy en fait pour travailler l'ontologie, pour corriger certains termes, pour en ajouter d'autres, en fusionner, etc. Et donc ça nécessite une certaine curation. Donc je vais vous montrer le fichier juste après et je vous montrerai comment y accéder. Si jamais vous voulez le consulter, me faire des remarques ou des commentaires, surtout n'hésitez pas. Je vais vous montrer comment récupérer ce fichier et vous serez libre de le commenter. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a sorti une version 1 de l'ontologie et qu'on est en train de préparer une version 1.2 avec pas mal de corrections et de nouveautés. Donc je vais vous montrer ce fichier tout de suite. Alors, je vais peut-être vous montrer déjà comment le récupérer au sein de la classe. Donc ici, normalement, vous êtes sur l'interface du webinaire. Vous pouvez cliquer sur, où est-ce que c'était? Sur Ajouter, gérer les contenus ici. Et vous aurez à disposition en fait tous les documents qui ont été partagés. Donc vous verrez que le premier fichier contient l'ontologie WIPO, donc c'est Breadwit Trait Template Ontology. Vous cliquez sur la petite flèche exporter et vous pouvez le télécharger. Donc je vous invite à le télécharger, à le consulter et surtout si vous retrouvez vos variables, n'hésitez pas à me faire des retours. Ce sera avec plaisir que je les intégrerai. Donc voici à quoi ressemble ce fichier. Donc la première partie se compose des variables. Donc pour chaque variable, nous avons un identifiant unique. Donc on a appelé WIPO pour Wittinra Phenotype Ontology, suivi de chiffres qui permettent de rendre la variable unique. On a ensuite un nom court, ici. Un nom un petit peu plus human readable. On a des informations sur le stage de développement. Donc là, vous avez l'institution, donc c'est une variable INRA, le scientifique qui est le coordinateur du projet, donc Jacques Le Gouy. Bon, la date, la langue. Ensuite, vous avez les informations, vous avez les informations relatives au trait. Donc pareil, on a un identifiant unique. Donc ici, on est au grain au-dessus, au niveau du trait. Donc vous pouvez par exemple voir les informations, les classes de traits. Est-ce que c'est un trait agronomique ou plus morphologique, etc. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne la méthode. Donc ici, on n'a pas énormément d'informations. Je me balade un petit peu dans le fichier. On a quelques méthodes de mesure, mais pas beaucoup. Donc si jamais vous êtes à même de compléter ou de m'indiquer quelques méthodes supplémentaires, surtout n'hésitez pas. Et enfin, la dernière partie du fichier concerne les échelles. Donc là, vous pouvez voir qu'on en a un certain nombre, hein, que ce soit des pourcentages, des ratios, des dates, etc. L'ontologie permet également de gérer des échelles. Là, vous pouvez voir qu'on a une échelle de 1 à 9, par exemple. Ça doit être sûrement un score de maladie, donc on sait que 1 est résistant et que 9 est susceptible, donc ça nous permet d'interpréter les résultats. Et toutes les informations que vous trouvez dans ce fichier Excel, vous pourrez les retrouver sur l'interface d'Ephesis et donc retrouver vos variables favorites. Donc voilà pour le fichier d'ontologie. Donc surtout n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à le télécharger à partir de la classe et à le relire et à m'envoyer vos commentaires. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, donc les données de phénotypage. Donc je vais présenter deux use cases pour accéder aux données qui vous permettront, j'espère, de mieux retrouver vos données de phénotypage. Donc le premier use case, ça va être de récupérer toutes les informations relatives au rendement pour l'ensemble des trials de Breedwit. Donc je vais vous faire la démonstration. Donc alors nous sommes ici sur la home page, sur la page d'accueil de GNPIS. Donc vous avez juste à cliquer sur le phénotypage. Vous devez, comme l'a dit Mathilde précédemment, vous identifier puisque les données de phénotypage Breedwit sont privées.
Donc là, vous êtes sur le formulaire. Donc vous pouvez voir qu'on a 3 onglets différents. Un onglet génotype avec les ressources génétiques, un onglet variable et un onglet trial. Donc je vais vous présenter rapidement ces différents onglets et comment les utiliser. Donc ici, vous pouvez sélectionner un génus. Par exemple, vous pouvez récupérer toutes les données de blé, de triticum. Vous avez accès également aux différentes collections. Donc ça tombe bien pour Breedwit, comme Mathilde vous l'a présenté, nous avons une collection Breedwit qui permet de récupérer l'ensemble des accessions. Si vous le désirez, vous pouvez également ajouter des accessions à la main. Donc par exemple, si vous voulez travailler sur un sous-set d'accessions, vous pouvez les chercher directement dans cette boîte de recherche et les ajouter manuellement. Enfin, si vous disposez par exemple d'un fichier avec une liste d'accessions, vous pouvez directement les copier-coller dans cette boîte ici et elles seront prises en charge automatiquement par l'application. Donc vous pouvez voir en dessous un petit tableau qui vous donne une overview des accessions sélectionnées. Et si vous le désirez, vous pouvez les exporter ici en cliquant sur le Plant Material Export. Ça va vous générer un fichier CSV qui ressemble à ça. Et donc ce fichier va contenir l'ensemble des accessions avec un certain nombre de métadonnées. Donc vous allez retrouver le taxon, l'accession number, le name, l'institution, le numéro de lot et toutes les collections auxquelles appartiennent cette accession. Donc ça peut être très utile si vous désirez récupérer pas mal de métadonnées. Voilà. Ensuite, second onglet, c'est l'onglet des variables. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les 3 onglets sont dynamiques et qu'ils communiquent les uns avec les autres. Par exemple, vous pouvez voir que dans Génotype, j'ai sélectionné Triticum. Donc toutes les ontologies qui vont apparaître ici au niveau des variables seront des ontologies blé. Donc ici, on en a 2. Et on retrouve la WIPO ici, donc la WIT INRA Phenotype Ontology. Si vous cliquez sur cette ontologie, vous pourrez voir à droite un lien vous permettant de récupérer l'actuelle version en production de l'ontologie. Donc vous avez juste à cliquer là-dessus et vous pourrez télécharger l'Excel. Donc cet Excel en production est un petit peu moins à jour que celui qu'on vous a fourni sur la classe, mais vous pouvez tout de même le consulter. Mais si jamais vous devez en choisir un, choisissez celui que je vous ai fourni sur la plateforme car il est plus à jour. Donc vous avez ici l'ontologie, donc comment ça se présente? Vous avez juste à cliquer sur la petite flèche ici pour dérouler en fait l'ensemble des informations. Donc là on est au niveau du trait, vous avez l'ensemble des traits qui s'affichent ici. Si vous cliquez, vous aurez également les variables qui s'affichent. Et donc vous pouvez naviguer en fait très simplement comme ça. Vous pouvez aussi utiliser la boîte de recherche. Par exemple, nous, dans notre premier use case, on s'intéressait au rendement. Donc si je commence à taper yield, l'affichage dynamique me permettra de récupérer toutes les variables relatives au rendement. Donc là, je vais sélectionner par exemple le rendement à 0% d'humidité. Donc vous avez juste à cliquer sur la petite boîte ici, et sur la page de droite, vous aurez l'ensemble des métadonnées en fait qui sont extraites du fichier Excel que je vous ai présenté précédemment. Donc vous pouvez voir que cette variable appartient à la WIPO. Vous avez ici son identifiant, son nom. Vous avez le coordinateur, le scientifique qui est rattaché à cette variable. Vous avez les informations relatives à la méthode, à l'échelle, etc. Et ce, pour chacune des variables présentes. Donc si vous avez un doute ou si vous ne savez pas quelle est la différence entre telle ou telle variable, vous avez juste à cliquer et vous aurez les métadonnées qui vous permettront de les discriminer. Donc voilà pour le rendement et voilà pour l'onglet variable. Ensuite, l'onglet trial. Donc l'onglet trial va vous permettre simplement de poser des filtres sur les différents essais. Donc la première boîte de recherche vous permet de sélectionner un trial par nom. Donc pour trouver les trials, enfin les essais pardon, du projet Breedwit, vous avez juste à taper BW et vous pourrez voir, on a essayé d'homogénéiser en fait la nomenclature des différents essais. Donc là vous avez les essais 2012, 2013 jusqu'à 2014. Voilà. Vous pouvez aussi les sélectionner en utilisant le trial number ici. Vous avez les campagnes de phénotypage. Donc pour retrouver les campagnes de phénotypage Breedwit, vous avez juste à taper Breedwit et vous aurez donc Breedwit 2011-2012. Donc pourquoi 2011-2012? 2011 correspond à l'année de semis et 2012 à l'année en fait où la récolte a eu lieu. Donc c'est pour ça qu'on a ce doublé à chaque fois. Donc si jamais vous voulez sélectionner une campagne de phénotypage particulière, c'est ici que vous devez poser une restriction. Vous pouvez également filtrer en utilisant les différents sites présents. Ou si, comme dans notre exemple, vous voulez récupérer l'intégralité du jeu de données,
vous pouvez directement choisir le projet. Donc là, on a le projet Breadwit. Donc je le sélectionne ici. Et vous avez ici un aperçu. Comme vous pouvez le voir, vous avez récupéré 27 trials. Donc là, on a terminé la partie des filtres et des restrictions. Donc on peut passer sur l'onglet sur la page des résultats. Donc vous avez juste à cliquer sur le bouton Result. Alors, en haut de la page, vous avez un récapitulatif des différents filtres que vous avez appliqués. Donc vous pouvez voir que nous avons récupéré des données pardon, de type blé. Ici, vous avez l'identifiant correspondant au rendement. Et enfin, vous pouvez retrouver le filtre sur le projet Breadwit. Donc, comme pour les accessions, vous disposez d'une carte type Google Maps qui vous permet de retrouver les différents sites. Donc, vous pouvez zoomer, récupérer le détail d'un site d'évaluation, etc. Juste en dessous, vous avez accès aux campagnes de phénotypage. Donc, vous pouvez voir que si vous le désirez, vous pouvez les supprimer, comme ça. Et ça met à jour en fait automatiquement le nombre de trials concernés. Donc là, si par exemple je supprime encore celle-là, vous voyez que je n'ai plus que 8 trials pour la période 2013 à 2014. Vous pouvez bien évidemment les rajouter, donc vous voyez qu'on est repassé à 27. Donc tout est dynamique, hein. Vous pouvez supprimer, ajouter des filtres, et tout se mettra à jour automatiquement. Donc ici on est dans le premier onglet qui s'appelle Trial List, qui contient juste un résumé des différents essais. Et si vous désirez avoir plus d'informations sur l'un de ces essais, donc on va prendre le premier, hein, au hasard, vous avez juste à cliquer dessus. Et vous arriverez en fait sur la page de l'essai, donc qui contient toutes les métadonnées relatives à cet essai. Donc là, vous avez les informations du trial, son nom, son code, vous avez le site, vous avez même le code de la station météo, la campagne de phénotypage. Ensuite, vous aurez accès aux différents génotypes qui ont été utilisés dans cet essai. Donc là, vous retrouvez la liste de toutes les accessions. Vous avez des liens cliquables. Par exemple, si vous cliquez sur cette accession, vous arriverez sur sa carte. Donc si vous voulez récupérer les métadonnées, ça peut être assez pratique. Où est-ce que j'en étais? Vous avez également l'ensemble des variables qui ont été utilisées pour cet essai. Donc là, vous pouvez les parcourir relativement facilement ici. Vous avez également le contact qui est lié à cet essai. Donc si jamais vous avez des questions relatives vraiment aux données en fait, vous avez le mail et la personne référente de cet essai. Et enfin, comme je le disais en introduction, vous avez les différents fichiers qui sont rattachés. Donc par exemple, pour cet essai, nous avons un fichier ITK ici, avec les différentes données. On a un petit souci d'encodage sur les accents, mais qui sera corrigé incessamment sous peu. Vous avez également accès aux données météo ici, que vous pouvez récupérer. Et enfin, toutes les données relatives au sol, que vous trouverez ici. Donc vous avez ces trois fichiers pour l'ensemble des essais. Voilà. J'ai pas fermé la bonne page. Si, c'est bon. D'accord, donc là on est revenu sur la page de résultats qui liste tous les trials. Et comme vous pouvez le constater, ici on a un second onglet en fait, Phenotypic Data. Donc vous avez juste à cliquer sur cet onglet et vous arriverez sur le tableau de résultats à proprement parler. Puisque ce qu'on voulait dans notre use case, c'était de récupérer toutes les données relatives au rendement. Donc c'est ce qu'on a ici dans ce tableau. La première partie du tableau, c'est un rappel en fait des différentes ressources génétiques utilisées. Donc vous avez ici le lot, le nom de l'accession name. Vous avez ici les différents traitements. Donc par exemple faible nitrogène ou ici l'irrigation. Vous avez ici les données relatives à l'essai, donc le nom de l'essai, le site. Vous avez ici la campagne de phénotypage. Ensuite, vous avez les positions géographiques de chacun des lots. Donc là, vous pouvez voir qu'on est au niveau du bloc 1, dans le plot 729, aux positions X, Y, etc. Et enfin, vous avez les valeurs pour le rendement donc, que nous avons sélectionné précédemment. Donc vous avez l'ensemble des informations nécessaires. Donc une fois que vous êtes ici, pareil, vous pouvez par exemple désélectionner des campagnes de phénotypage, ce qui mettra automatiquement à jour le comptage des résultats ici. Donc là, je vais les remettre. Donc là, on avait 8000 résultats, maintenant on en a un petit peu plus de 15 000. Et si vous désirez donc ensuite utiliser ces résultats, vous pouvez les télécharger. Donc vous avez juste à cliquer ici sur Ephesis Data Export. Et vous allez récupérer un fichier au format CSV tabulé qui va vous permettre après de faire des macros ou d'exporter dans des logiciels d'analyse vos résultats. Donc là, vous pouvez voir qu'on a exactement le même rendu qu'au niveau de l'interface. Donc vous avez les informations relatives aux ressources génétiques, vous avez ici les traitements, les informations du trial, la position des accessions.
Et ici, vous avez le rendement. Donc à noter, comme vous l'aurez remarqué, que quand on exporte les données, on récupère l'intégralité des variables. Vous pouvez voir que là, je n'ai pas uniquement le rendement à 0% d'humidité, mais j'ai l'intégralité des variables disponibles. Donc si vous voulez récupérer tout en bulk, c'est très pratique, vous avez juste à lancer un export et vous récupérez l'intégralité. Donc ça, c'était pour l'export au format CSV. Vous avez un autre type d'export possible, c'est l'export MyAPI ISATAB. Donc qu'est-ce que c'est? Ça a été développé dans le cadre de Transplant Elixir. C'est une archive de données. En fait, ISATAB est un format standard pour les données de phénotypage. Ça correspond à une archive qui se compose de différents fichiers qui vont contenir en fait l'intégralité des métadonnées qui permettent de décrire l'essai. Donc en fait concrètement, vous aurez trois fichiers par essai, un qui va décrire les variables, un qui va décrire le matériel génétique et un qui contiendra les différentes valeurs pour chacune de ces variables. Donc je ne vais pas vous ouvrir tous ces fichiers, rassurez-vous, mais c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là on a l'intégralité des essais avec tous les fichiers, donc tous les fichiers de métadonnées. C'est juste une autre manière de visualiser les données, c'est un standard international pour les données de phénotypage. Voilà, donc ça c'était mon premier use case. Et enfin le second, donc on va maintenant s'intéresser à toutes les informations maladies autour d'un trial spécifique. Donc j'ai choisi celui-là de manière totalement aléatoire. Donc, je vais vous montrer comment récupérer ces informations. Donc on se retrouve au niveau de l'onglet trial. Et au niveau de la box où on peut choisir les noms, on va tout simplement commencer à taper le nom du trial. Donc BW underscore WP2. C'est un essai de 2013 et c'était celui-là si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc là vous pouvez voir dans la prévisualisation que cette fois on a sélectionné un seul essai. Je n'ai pas sélectionné les variables car quand on sélectionne uniquement un essai, on récupère automatiquement toutes les variables qui vont être associées. Je vais pouvoir vous montrer ça. Donc là, on a la prévisualisation pareil de l'essai. Si on clique dessus, on obtiendra toutes les métadonnées relatives à cet essai. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est ici, au niveau du phenotypic data. Si vous parcourez le tableau de résultats, vous pourrez voir ici donc toutes les variables qui sont relatives donc ici à la fusariose. Donc là, c'est 350 degrés jour après l'inoculation de la fusariose. Vous avez les dommages du kernel. Vous avez tous les spikes qui sont infectés. Bon, bref, vous avez vraiment l'ensemble des données, l'ensemble des variables de cet essai qui sont ici. Et donc, sur le même principe, si vous désirez récupérer l'intégralité, vous avez juste à cliquer sur l'export ici. Hop. Donc là, vous avez les différents traitements, inoculés ou non. Et là, sur la droite, je vais pouvoir récupérer l'ensemble des variables avec toutes les données. Voilà. Et donc c'était la fin de mon exemple, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc si vous avez des questions. Merci Thomas. Je vais vous remettre les micros pour que vous puissiez poser vos questions. Alors déjà, merci beaucoup à Thomas. Il y a eu un gros boulot de fait sur les ontologies, là, comme il nous a montré. Gros boulot de fait aussi sur les exports. Donc, je vous ai des questions sur cette partie phénotypage sur lequel on a beaucoup travaillé. N'hésitez pas. Des choses qui manquent, des précisions à m'apporter. Oui, bonjour, Magenta. Une question à propos des ontologies. Quel est le périmètre de ces ontologies? Est-ce que c'est INRA uniquement? Est-ce que ça a vocation à être mappé avec des ontologies internationales comme les Crop Ontology par exemple? Tout à fait, en fait, on aimerait pouvoir élargir au maximum cette ontologie. Déjà, on suit le format, le standard de la crop ontologie, on essaie d'être compatible avec eux. Et on a déjà commencé des travaux de mapping avec d'autres ontologies pour vraiment essayer d'élargir au plus cette ontologie. Donc on a déjà ajouté aussi des variables d'autres projets et elle n'est pas uniquement réservée à un cercle fermé à l'INRA ou quoi que ce soit. On essaie de l'ouvrir au maximum en fait et de récupérer le plus de variables possible. Merci. D'autres questions sur l'ontologie, sur
les exemples, sur la manière dont sont représentées les données. N'hésitez pas. Oui, à nouveau Nicolas. Est-ce qu'il y a possibilité de requêter via web service? Je pose la question parce que je sais que GNPIS pour d'autres projets a l'air d'aller dans cette direction. J'ai pas bien entendu. Sur les web services, c'est ça? Oui, oui. Est-ce qu'il y a vocation à ce que ces données soient accessibles via des web services? Alors du coup, je pense qu'en effet, on s'oriente vers ça. Donc là, c'est plutôt le travail de Cyril Pommier. Du coup, c'est pour rendre du coup toute cette application BRAPI compliant, donc qui suit la Bring API. Ça, c'est un travail en cours. Donc, en effet, je pense que ce sera possible de faire ça via Web Service BRAPI. Mais c'est pas encore le cas à l'heure actuelle. D'accord, merci. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Si vous avez du mal à communiquer, vous pouvez poser la question via le chat. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir passer à la partie génotypage et SNP. On va laisser Mathilde s'installer, vu qu'il n'y a qu'un micro pour deux. Ok. Donc l'écran est toujours partagé, c'est bon. Du coup, juste avant que tu entames, est-ce que... non, si, laisse le partage d'écran. Est-ce que c'est bon pour Oui. le partage d'écran pour en particulier Fred, est-ce que c'est revenu ou toujours pas? Faut que Fred, donc il y a vraiment doit avoir des problèmes de connexion plus générales, hein. Je ne le vois plus dans la liste des participants. Bon, bah du coup... Ah, alors, juste avant qu'on... C'est Fred, d'accord. Ça ne marche toujours pas pour Fred. Bon, bah désolé Fred. Est-ce que le génotypage il est disponible quelque part? Le Non. génotypage, dans quel sens? Le Ton PowerPoint, PowerPoint? non. Je peux le mettre sur la plateforme, Non, mais c'est sinon, pas grave, ou plus du tard. coup... Ouais, on t'enverra tout après, Fred, parce que là, ça va être un peu long de faire ça. Donc, juste avant que tu commences, il y a une question de Mathieu. Y a-t-il des vérifications sur les données phéno avant la mise en base? Donc oui, tout à fait, hein. Il y a pas mal, enfin, il y a deux vérifications en fait. La première étape, c'est tout le travail fait justement par Frédéric Sapet à Biogema, qui récolte toutes les données, qui les uniformise et qui fait déjà une première forme de curation. Déjà. Être sûr que ça suit bien l'ontologie, que du coup l'unité est la bonne, par exemple de 1 à 9 et pas de 1 à 5, ce genre de choses. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est une fois que les données sont curées, elles passent par notre système de vérification interne, qui va vérifier plein de choses au niveau de la cohérence des données. Donc, parce que ça passe par une étape de base de données. Donc, nous, notre base de données GNPS utilise différentes technologies. Une technologie PostgreSQL classique qui va vérifier de la cohérence des données, et une partie qui utilise des index NoSQL, donc Elasticsearch. Donc, grâce à ça, on a du coup plusieurs étapes de vérification. Après, bien sûr, il peut toujours y avoir des petits problèmes, et dans ce cas-là, on en a déjà eu sur certains essais, et on les a du coup fait des updates. Donc, à l'heure actuelle, normalement, tout ce qu'on a en base a été mis à jour ou est propre. Voilà. Si vous voyez encore des choses qui vous semblent pas logiques, envoyez un mail, mais normalement, tout est propre. Voilà. Et il y a Guylaine, du coup, Fred complète en disant qu'il y a aussi Guylaine Agathe qui travaille sur les données brutes. Voilà.
Donc ouais, c'est un gros boulot. Merci à eux. Donc on va passer au génotypage. Je te redonne la parole, Maxime. Ok. C'est bon, tout le monde m'entend? Ok. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, on va passer à la dernière thématique qui est le génotypage. Alors, dans cette thématique, pour ce qui est des données Breedwit, on a plusieurs choses. On a toutes les expériences de SNP Discovery, la puce Axiom issue de ces expériences de SNP Discovery, donc la puce Axiom 420K version 2, et on a les cartes génétiques de la puce Axiom. Je vais vous présenter d'une part le formulaire de génotypage et ensuite les données via des petits use cases. Pour accéder au formulaire, soit vous allez dans l'URL qui est affiché ici, ou sinon à partir du... Voilà, que je m'y retrouve. Ok. Donc sinon, à partir du home de GNPIS, donc sur l'onglet de droite, Polymorphism Genotyping, ou sur l'onglet de gauche, Polymorphism Genotyping. On a 3 onglets. Le premier onglet Accession est exactement le même que celui que Thomas vous a présenté. On peut choisir donc le Genus, Triticum. Pour les données qui nous intéressent, nous, on a aussi un certain nombre de panels qui correspondent chacun aux expériences de la puce Axiom. On a essayé d'homogénéiser la nomenclature. Donc, tous les panels commencent par le nom de la puce, 420K, version 2, Breedwit, le numéro du panel et le nom de l'expérience. Donc voilà pour le premier onglet, je ne vais pas m'attarder. On a un deuxième onglet qui correspond à toutes les données des marqueurs. On peut choisir nos différents marqueurs sets. Les marqueurs sets qui nous intéressent sont tous ceux qui commencent par SNP set of Breedwit, SNP Discovery, qui sont donc des marqueurs sets pour chaque expérience de SNP Discovery. Et nous avons un marqueur set, pardon, qui regroupe toutes les expériences de la puce Axiom. Donc voilà, pour cet onglet-là, on peut également choisir les marqueurs en rentrant leur nom ici, en les collant ici, je vous montrerai tout à l'heure dans le use case. On a également la possibilité ensuite de faire une restriction des données en fonction d'une région génomique. Pour les données de blé, les marqueurs sont pour l'instant positionnés sur la survey sequence. On a leurs chromosomes, ici. Et pour ce qui est de la position, pour l'instant, on n'a que la position en centimorgan. Comme cet outil fonctionne avec les positions en paire de base, on ne peut pas l'utiliser, mais bientôt on aura inséré les positions en paire de base des marqueurs sur la séquence de référence. Voilà donc pour l'onglet marqueurs. Et on a un troisième onglet qui permet de choisir toutes les expériences dans la liste des expériences ici. Donc, comme Thomas vous le disait tout à l'heure, tous les onglets sont dynamiques. Donc là, comme j'ai choisi le marqueur set correspond à la puce Axiom, évidemment, dans l'onglet des expériences, j'ai que les expériences de la puce Axiom qui s'affichent. Maintenant que je l'ai enlevé la restriction sur le marqueur set, j'ai toutes les expériences de génotypage qui s'affichent. Donc voilà, les expériences d'intérêt pour nous sont toutes celles qui commencent par Breedwit SNP Discovery, qui sont les expériences de SNP Discovery, et toutes celles qui commencent par le nom de la puce Axiom. Pareil, on a une nomenclature un peu identique. Voilà. On peut faire une petite restriction pour finir sur le type des expériences. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la restriction sur les expériences de séquençage haut débit, pour ce qui est SNP Discovery, et Genotyping by Array, pour ce qui est de la puce Axiom. Donc voilà, maintenant que je vous ai présenté le formulaire, on va essayer de faire un petit use case pour que ce soit un peu plus parlant. D'abord, on va essayer de télécharger toutes les données brutes de l'expérience de génotypage Discovery Plate. Alors, je reviens sur mon formulaire. Je remets tout à 0 pour être bien sûr. Et donc, la manière la plus simple, c'est de venir carrément sur l'onglet Genotyping Experiment et de taper le nom de l'expérience, vu que je la connais. Donc, c'est Discovery Plate. On voit avec la
la complétion que l'expérience s'affiche ici, je la choisis et je vais aller regarder la page de résultats. Donc voilà ce qui s'affiche, on a différents panels. Tout en haut, on a la liste des expériences. Ici, on en a choisi une, du coup, il n'y en a qu'une qui s'affiche, la Discovery Plate. Et on voit ici qu'on peut télécharger les données brutes. Donc voilà, c'est des données brutes au format CSV zippé. Donc j'ai déjà ouvert parce que comme c'est un fichier un peu gros, c'est un peu long à s'ouvrir. Voilà à quoi ça ressemble. On a les marqueurs en ligne et les accessions en colonne avec au milieu toute la matrice des allèles. Donc voilà. Ça peut être pratique si vous voulez récupérer les données brutes pour pouvoir les traiter ensuite. Ensuite, en dessous, nous avons tous les ressources génétiques utilisées. Donc là, on a 95 accessions. On peut télécharger le plant matériel au même format que ce que Thomas vous a montré. En dessous, nous avons la liste de tous les marqueurs. On a bien nos 423 385 marqueurs de la puce Axiom qui sont téléchargeables au format CSV. Et tout est cliquable. Donc si on veut plus d'informations sur un marqueur, il suffit de cliquer sur son nom. On arrive sur la marqueur card. Bientôt. Voilà. On a toutes les informations relatives au marqueur, donc son nom, son taxon, ici c'est un SNP. On sait qu'il est utilisé donc dans la puce Axiom ici, et également dans une autre expérience de génotypage ici, Breedwit SNP Discovery for ISBP Experiment 7. On a les séquences des primers. On a également les informations de Carto pour ce marqueur. Donc il est sur le chromosome 7A, on a la position en centimorgan et voilà la map. Et si on veut des informations aussi sur son locus, on peut cliquer ici. Voilà. Et donc là, on a encore d'autres informations. Donc sa séquence de référence qu'on peut afficher et télécharger au format FASTA, sur la petite disquette. Voilà, on a la variation ici. Et tout en bas, on a les autres séquences, les flanquants, le contexte, tout est affichable et téléchargeable au format FASTA. Voilà. Donc, je retourne sur mes résultats de génotypage. Donc voilà, j'ai fait le tour un peu sur les marqueurs. Donc, si on descend, on a à la fin une prévisualisation de la matrice, ce qui est exactement la même chose que ce qui a été téléchargé des données brutes au début, avec en ligne les marqueurs en colonne, les accessions. Donc voilà pour la première partie du use case. Télécharger les données brutes, ça c'est fait. Maintenant, sur la même expérience, on va faire une restriction des données par marqueur et par accession et afficher la matrice. Donc, je retourne sur le formulaire Back to Form. Quand on va sur le Back to Form, il garde en mémoire ce qu'on avait enregistré, donc on est déjà sur la bonne expérience. J'ai oublié de faire un petit truc. Donc, je retourne ces résultats. Excusez-moi. Et ce que je voulais faire, c'est une restriction par marqueur. Donc, je vais les prendre ici. Je sélectionne mes marqueurs d'intérêt, mettons les 5 premiers. Je copie et là maintenant je retourne sur mon formulaire. J'ai donc l'expérience qui est toujours là. Je vais sur l'onglet marqueurs pour choisir mes marqueurs d'intérêt et je vais directement coller ce que j'ai copié tout à l'heure ici. Il va lui-même faire le tri entre ce qui correspond au nom des marqueurs et ce qui est autre chose et il nous fera la restriction sur les 5 marqueurs d'intérêt. Je vais aller maintenant sur l'onglet accession pour faire une restriction sur les accessions d'intérêt. Donc déjà, je choisis le panel pour mettre à jour ici la prévisualisation des accessions. Donc, on a bien 95 accessions ici. Je vais choisir 5 accessions d'intérêt. Pareil, je vais les copier, les coller ici.
on voit que la prévisualisation se met à jour avec nos 5 accessions d'intérêt. Et je vais regarder maintenant les résultats. Donc voilà, on retrouve nos 5 accessions ici. On retrouve nos 5 marqueurs ici. Et du coup, on a en dessous la matrice avec en ligne les 5 marqueurs, en colonne les 5 accessions. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut télécharger cette sous-matrice et voilà, et afficher avec la restriction qui a été faite. Alors, donc on a fait une restriction par marqueur et accession. Maintenant, on va essayer de faire une restriction des données par chromosome. Ok, je suis un peu perdue. Donc, je suis sur la page de résultats. Je retourne sur mon formulaire. Je vais enlever les restrictions que j'ai fait précédemment. Donc voilà, j'ai toujours mon expérience de sélectionner. Je vais dans l'onglet marqueur. Et là, je vais choisir le génome, la survey séquence. Et je vais choisir mes chromosomes d'intérêt. Donc, admettons, on voudrait tous les marqueurs qui sont sur le chromosome 1A. Donc, voilà, il ne faut pas oublier d'ajouter le filtre parce qu'on peut ajouter différents filtres de manière successive. Et je vais regarder les résultats. Et donc, on voit bien que les marqueurs qui sont affichés, maintenant, il y en a moins que tout à l'heure. Il y en a 22 000 qui sont donc sur le chromosome 1A. Et on a toujours notre matrice d'intérêt affichée en dessous. Donc voilà pour le use case sur les données de génotypage. Maintenant, on va essayer d'afficher des données de SNP Discovery. Donc, afficher les résultats de l'expérience de SNP Discovery BBSRC Axiom Validated. Je retourne sur mon formulaire. Je reset tout ce que j'avais noté avant. Et donc là, on va aller chercher cette fois une expérience de SNP Discovery BBSRC Axiom Validated. Donc, comme je connais le nom, je peux aller directement dans l'expérience et taper son nom. Grâce à la complétion, je retrouve facilement. Et j'affiche le résultat. Voilà, là, je voudrais attirer votre attention sur les marqueurs de SNP Discovery qui sont affichés ici. Donc, on a un tableau un peu différent de celui des marqueurs validés avec le marqueur nom, le type, la variation, le génome de référence, le chromosome, le compte TIG. Et bientôt, on aura la position peut-être sur le génome de référence quand on l'aura inséré. Et ce tableau de marqueurs est téléchargeable au format CSV et également au format VCF. Voilà, c'est peut-être un petit peu long. Donc on retrouve les mêmes colonnes au format CSV, le nom du marqueur, son type, la variation, le génome de référence, le chromosome, etc. Et pour finir, on va afficher cette liste de marqueurs au format VCF, qui est un autre format tabulé. Voilà, avec quelques métadonnées en haut du document et une autre manière de visualiser les données. Voilà pour le use case de génotypage. Donc, je pense qu'on va passer aux questions. Oui, je suis un peu perdue. Ok, merci Mathilde. Après, du coup, on parlera très rapidement du GWAS qu'on est en cours, sur lequel on est en train de travailler. Et puis, donc du coup, bon, en tout cas, merci Mathilde pour cette démonstration. Je vous remets le micro pour poser les questions.
question du côté de Syngenta. Juste pour confirmation, les génotypes qui sont disponibles, ils sont au format forward reverse ou top bottom, hein? Tu veux dire la séquence contexte? Oui. Bonne question. Je pense que c'est indiqué. Je crois que oui. Je pense qu'on n'en fournit que un des deux, hein. Mais c'est indiqué. Où? Dans le VCF? Quand on va dans Alors peut-être que dans la description des marqueurs, dans la marqueur card, je crois que c'est indiqué. Je peux vérifier. et dans le VCF, ça, ta question c'est est-ce qu'on le voit dans le VCF? C'est ça? Non, non, c'est juste savoir en fait les génotypes qui sont disponibles et qu'on pourrait récupérer sous format d'une matrice. Est-ce que le SNP, l'allèle qu'on voit à chacun des SNP, il est orienté top, bottom ou bien forward reverse? C'est au moment du coding en fait. D'accord, au niveau du coding, donc est-ce qu'on aurait l'information dans le VCF peut-être? Je sais pas. J'avoue, je sais pas du tout. Tu, Je peux, tu pourrais ouvrir le VCF pour voir si on a l'information dessus, parce que je crois bien que sûr. c'est des infos qu'on met dans le VCF, ça. Je sais pas si ça y est de base dans le VCF. Je sais pas. Non, je ne parle pas de ça. Je suis pas sûre hein, que ce soit d'habitude. Non? Ouais, du coup, là, je pourrais pas te répondre. Il faudrait que je vois avec notre spécialiste génotypage. Ok. Si l'information on l'a et si on peut l'afficher ou pas. Bon, En tout cas, si c'est dans le cadre, ça risque d'être un petit peu compliqué pour nous. On aimerait l'avoir de manière massive pour tout marqueur confondu, dans l'export ou dans le VCF. Ouais. Et du coup, tu as réussi à ouvrir le VCF? Oui, oui, je suis encore en partage d'écran. Non. Pas chez moi. Ah, alors je vais. Autre question, est-ce qu'il y a de la redondance entre des SNP? C'est-à-dire qu'ils pointent vers le même variant? Donc tu pourrais répéter la question de la redondance sur les variants, c'est ça? Oui, tout à fait. Bonne question. Attention, on voit hein, la caméra. Non, je sais pas. Alors peut-être que Fred pourra répondre à ça, parce que là, ça dépasse mes compétences de génotypage, qui ne sont pas très grandes. En fait, la même question après, bah alors tant que j'y suis, dans l'autre sens, c'est-à-dire s'il y a des redondances sur les accessions, est-ce que votre matrice fait une préagrégation ou est-ce qu'elle les met toutes en parallèle? Par exemple, la lignée claire, là, si elle a 10 samples, est-ce qu'on a 10? Alors si je ne me trompe pas, normalement, chaque accession est présente dans une expérience, et après on a plusieurs expériences. Donc c'est comme ça que j'ai compris la séparation des différents panels en fait, expériences ici. C'est ça. J'ai cru comprendre qu'il y avait des témoins, par exemple, qui pouvaient être répétés. Ah oui. Alors ouais, ça pour les témoins, je sais pas trop. Peut-être que ouais, je sais pas si Fred, tu peux dire quelque chose si tu as une idée sur ça. C'est plus du coup peut-être côté Agathe, donc je sais pas si on peut avoir une réponse sur ça. Je vais noter les questions hein, parce qu'on pourra peut-être y répondre dans un deuxième temps. Si... D'accord, merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la partie génotypage ou sur la partie SMSNP? Non. Tu réussis à repartager ton Bah, écran ou pas? j'ai essayé, je sais pas si je vais essayer. Démarrage du partage d'écran en cours. C'est bon là, je Voilà. pense. D'accord, tu veux que je Ouais. fasse... Tu veux dire un mot sur voilà. le GWAS? Donc oui, sur les données GWAS, on a récupéré les données brutes. On est toujours en échange avec Agathe Mini. Il nous manque quelques informations, notamment sur des données de cinétique, par exemple. C'est en cours de traitement. Voilà, on a aussi quelques développements à faire sur notre interface. Et pour un petit teasing, voilà quelques images de plots que vous pourrez effectuer une fois que les données seront insérées. Notamment des box plots, des Manhattan plots, des QQ plots. Donc, voilà, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Michael. Ouais, sachant que du coup, vu qu'on va... Donc là, il y a la séquence de référence, donc l'IWG c'est RepSec V1.0 qui est sorti accessible avec signature du Toronto Agreement. Donc ça nous permet de pouvoir récupérer les positions des marqueurs sur cette séquence de référence et donc de pouvoir afficher tout ce qui est Manhattanplot et tout ça dès qu'on aura intégré toutes ces données. Donc en effet, on a encore un petit boulot au niveau de l'assaut, mais ça devrait faire quelque chose de sympa avec l'accès à pas mal de figures, aussi la possibilité de télécharger des choses. Donc ça, c'est voilà, on compte travailler sur ça à fond dans les mois à venir sur ces données-là. Donc si vous avez des questions sur l'assaut ou sur les données à venir, n'hésitez pas. Alors du coup, pour conclure, voilà, donc une petite slide de remerciement. Donc j'ai créé une petite enquête qui met vraiment 1 minute à remplir, qui nous permettra d'avoir vos retours sur comment nous améliorer pour ce genre de webinaire. Donc en effet, désolé pour les petits couacs au niveau de l'outil, là, il y a encore des choses qui ne marchent pas très bien là, mais globalement, pas mal de monde a quand même réussi à voir tout. Une petite question. Est-ce qu'il sera possible de faire une GWAS directement dans l'interface? Non, ce ne sera pas possible voilà, on intégrera les données de GWAS de Bridwit et du coup, il sera possible de faire des filtres, de mettre des figures et tout ça, de télécharger des choses. Mais après, ce sera possible de rajouter vos propres données, on va dire par exemple vos données de votre institut en plus. Il faudra que vous téléchargez les choses pour le faire en local après. Voilà, ça répond à la question. Ok. Donc voilà, si vous avez le temps de répondre à la petite enquête, on vous la renverra avec un email, sachant qu'on va aussi vous envoyer le lien vers les supports et vers la vidéo, pour que vous puissiez revoir ça à tête reposée. Du coup, là, je voulais remercier tous les gens qui ont travaillé sur ce système d'information, également tous les gens qui ont participé qui participent activement au WP5, hein, Frédéric et Agathe, la curation des données, etc. Dylan aussi. Puis tous les leaders et les gens surtout qui produisent les données dans le cadre du projet. Personnellement, je suis assez satisfait que la démonstration réelle, parce que c'est pas des slides, hein, c'est que de la démo réelle en prod, tout a marché. GNPIS, on voit que ça répond bien, là je trouve ça satisfaisant. Les téléchargements marchent bien, donc si vous voyez encore des angles d'amélioration ou des petites fonctionnalités en plus, n'hésitez pas, on est là pour avoir du feedback. Donc je vous laisse poser vos dernières questions, si vous en avez, et après on pourra clôturer le webinaire à l'heure.
N'hésitez pas à poser vos dernières questions maintenant. Vous me le lien. Non, ça marche pas. Bon. Je vous mets le petit lien vers l'enquête tout de suite si vous voulez le faire maintenant. Ça prend vraiment pas longtemps. Il y a trois trucs de questions et après comme ça permet qu'on s'améliore. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je voulais vous remercier. D'avoir participé au MO webinaire. J'espère que vous aurez quand même appris des choses. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez des questions après, ainsi qu'à Thomas et Mathilde. Donc je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.